Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence Québec Océan. Donc, avant de commencer cette conférence, je vous rappelle quelques consignes. Pour ceux qui sont en salle, la conférence est enregistrée. Donc, faites attention à ce que vous dites pour la période des questions. Pour ceux qui sont en ligne avec nous, bonjour. Vous pouvez poser aussi vos questions à la fin de la période de présentation. Vous pouvez soit les poser via le chat, soit lever la main et on vous invitera à prendre la parole. Sans plus attendre, aujourd'hui, Québec Océan est très heureux d'accueillir Thibaut Coulombier qui est en vacances. Et que pendant ces vacances, quoi de mieux que de faire une présentation à Québec Océan et surtout rappeler des souvenirs, puisque Thibaut est océanographe, mais il est passé par la case ISMER, puisqu'il a fait sa maîtrise ici avec Urs Naïr comme directeur, et que c'est déjà il y a déjà quelques temps. Et Thibaut travaille maintenant à développer des méthodes d'acquisition de données en milieu marin. Et que depuis 2012, il participe aux activités du laboratoire Littoral, Environnement et Société, donc le laboratoire LIANS, où il est en charge du développement des drones marins et de leur usage. Depuis 2022, Thibaut coordonne le volet du projet PIA 3 Equipex Marmor, qui donnera le jour à une flottille de drones marins. Et Thibaut va nous en parler aujourd'hui. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de passer un peu de temps de mes vacances pour vous parler de tout ça. Juste quelques diapos pour débuter que la directrice Valérie Balu de mon laboratoire m'a transmis cette semaine. Pour mettre un peu le cadre, l'UMR Liens, unité mixte de recherche, c'est à cheval entre La Rochelle, l'université et le CNRS. Et le concept de tout ça, donc ça s'articule autour de grandes questions du littoral, du fonctionnement du littoral, de l'évolution du littoral. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que tout ça, ça se fait avec de la pluridisciplinarité, donc un peu, c'est assez semblable finalement à l'ISMER, ou avec des thématiques qui vont, ou des disciplines qui vont de la biologie au droit de l'environnement, en passant par la géologie, la chimie, l'histoire, etc. Ça nous donne des thématiques scientifiques qui sont assez diversifiées. Ça va des perturbations du littoral à la biodiversité, l'adaptation des territoires, la gestion des territoires aussi avec les politologues. Je vais pas rentrer trop dans tous les acronymes et tout le fonctionnement. Toujours est-il qu'il y a plusieurs équipes de recherche qui travaillent là-dessus. Et moi, je me concentre essentiellement au départ sur l'équipe DPL, mais l'usage des drones touche un peu toutes les équipes thématiques. On pourra en reparler par la suite s'il faut creuser un peu sur le fonctionnement du labo. Mais toutes ces thématiques, l'objectif du labo en étant interdisciplinaire, c'est que les différents chercheurs et les différentes équipes de recherche travaillent pas seulement sur leurs projets et sur leur site d'études. Le but, c'est de réussir à croiser les compétences. Alors, on va pas essayer de comprendre ce schéma-là, mais finalement, on a des projets ANR, des projets de recherche qui vont se situer à l'interface entre plusieurs thématiques et plusieurs équipes de recherche, de manière à faire du lien et à mettre en place cette interdisciplinarité qui est vraiment dans le mandat de l'UMR Liens. Et au niveau time, voilà, on est un peu moins de 200 maintenant. Ça, c'était en 2023. Donc il y a 80 chercheurs, enseignants-chercheurs, 31 ingénieurs, 37 doctorants et puis des CDD de recherche. Voilà pour l'introduction sur un diapo différent. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce que je fais. Et depuis quelques années, c'est les drones marins. Voilà, après un petit passage, un passage jusqu'en 2011 à l'ISMER. Je suis depuis 2012 ingénieur d'études au laboratoire Liens, avec des interruptions, mais voilà, j'y suis depuis 2012. Et au départ, ça m'a permis de travailler sur plein de projets différents, qui allaient d'études des dépôts sédimentaires dans des lacs africains jusqu'à la géodésie fond de mer sur les pentes de l'Etna en Sicile ou la marégraphie au large des Açores. Donc c'est assez diversifié, mais depuis 2018, je travaille beaucoup sur le développement des drones marins.
on peut se demander pourquoi on est parti à faire du drone marin. Le concept, c'était de se dire qu'on avait un laboratoire en 2018 qui avait une dizaine d'années d'existence sur le territoire, mais on n'avait pas une dizaine d'années de données. Parce que tout simplement, quand pour un projet de recherche, on va faire des mesures, on acquiert une mesure qui nous intéresse sur un temps donné, puis cette mesure, elle va rester à la fois mal stockée, souvent sur une clé USB ou un disque dur. On ne sait pas vraiment de quelle manière elle a été acquise. Des fois, elle n'est pas très bien géoréférencée, pas très bien timestampée, l'horloge n'est pas forcément bonne. Et puis, on a juste fait une mesure. Ça se trouve, juste avec une mesure complémentaire en plus, ça aurait pu être intéressant pour un autre projet 10 ans plus tard, mais on ne l'a pas. Donc, le concept, c'était de se dire, on part sur une plateforme multicapteur, pas forcément un drone, mais c'était d'avoir plein de capteurs différents qu'on ajoutait sur un système de mesure, de manière à aller faire des campagnes en mer. Et on avait travaillé sur toute l'intégration des capteurs et l'archivage automatique des données. Donc, PAMELI, plateforme autonome multicapteur pour l'exploration du littoral, très bel acronyme. Et donc, PAMELI embarque un système de prélèvement d'eau qui permet de faire des prélèvements dans des poches étanches, dans des poches stériles, pardon, un treuil pour faire des profils CTD, une sonde multiparamètres avec des caractéristiques, pour mesurer les caractéristiques de l'eau, salinité, température, turbidité, chlorophylle, oxygène, pH, et on a une partie du projet qui s'est concentrée sur le niveau de la mer, je vais vous en parler, et puis on a fait aussi pas mal de développement sur les mesures en positionnement acoustique fond de mer pour la géodésie. J'ai quelques images ici, ça va être plus sympa. Donc, je vais passer un petit peu. Donc, on peut faire avec ce drone marin qui fait 3 mètres pour 300 kilos. On peut faire, par exemple, de la cartographie environnementale. Donc pour ça, c'est la sonde environnementale de salinité, température, turbidité, etc. On peut installer d'autres types de capteurs dessus. On a fait des manips en Norvège l'année dernière avec des capteurs de méthane pour cartographier les flux de méthane entre l'océan et l'atmosphère liés à des sorties de gaz en fond de mer de Barents. Et dans ce cas-là, en fait, on peut très facilement interfacer un capteur sur le PC du bord et on le pilote avec un bureau à distance tout simplement comme si on était à bord. Donc là, une petite démonstration, ça c'est la base de pilotage telle qu'elle est actuellement, mais ça devrait évoluer aussi dans les prochaines années avec la flottille dont je vais vous parler après. Évidemment, au niveau opérationnel, par rapport au fait de juste prendre un petit bateau et d'aller mettre une sonde dans l'eau, c'est un petit peu plus lourd, mais ça nous a permis aussi d'acquérir des données qu'on n'aurait pas pu acquérir autrement, notamment sur tout ce qui est position. Donc, on a un retour caméra à distance. On peut le déployer depuis la Terre ou depuis un autre navire, ce qui nous permet de faire d'autres opérations depuis cet autre navire. Je vais passer un petit peu. Donc, le treuil CTD qui est piloté à distance et qui nous permet de faire des profils jusqu'à 50 mètres. C'est la longueur de quille qu'on a. Le positionnement de fond de mer, donc ça, c'est du positionnement acoustique avec le système GAPS de XBlue qui s'appelle maintenant Excel. Voilà, c'est un peu une présentation large de ce qu'on est capable de faire. Et il y a, oui, une des grosses thématiques de notre laboratoire, c'est le niveau de la mer avec l'observatoire Sonnel. Et finalement, il y a une sorte de verrou scientifique. On mesure assez bien le niveau de la mer sur des marégraphes côtiers. Donc pour ça, on a simplement une station GPS, un altimètre, puis on mesure la distance de la surface de l'eau. C'est un marégraphe, c'est assez classique. Mais finalement, pour des validations d'altimétrie spatiale, notamment dans le cadre des campagnes satellites SWOT du CNES, on a besoin aussi d'être capable de mesurer le niveau de la mer au large de manière précise. Et donc, pour ça, il y a eu un développement qui a été fait qui est assez basique. C'est tout simplement un marégraphe embarqué où on a une antenne GPS couplée à un altimètre acoustique
Et on est capable, en dynamique, de cartographier le niveau de la mer. Donc, on va naviguer avec le drone marin de manière très rectiligne ou en répétant des schémas précis, sous les traces satellites, au moment où les satellites passent. Et de cette manière, on a une validation un peu de l'altimétrie spatiale qui est réalisée par le satellite. Et voilà, donc c'est vraiment sur des problématiques niveau de la mer. Et pour ça, on a une zone d'étude qui est assez intéressante parce qu'on a juste à côté du Fort Boyard une trace d'altimétrie SWOT. Donc, je vous parlais d'altimétrie, donc c'est vraiment ça le concept, c'est de coupler une mesure GPS à une mesure de distance. Et tout simplement en soustrayant la distance à la position GPS, on a l'altitude exacte de la surface de l'eau. Ça a donné des articles assez intéressants sur cette cartographie spatiale. Et puis l'année dernière, on a eu aussi tout un projet où en répétant un plan de navigation complexe avec des points de croisement qui croisaient des bouées GPS statiques qui mesuraient elles aussi le niveau de la mer. Donc c'est Yann Treden-Tranchant qui avait fait ce projet-là et ça a permis de cartographier des pentes de géoïdes de la surface de l'eau en prenant le signal du niveau de l'eau, en soustrayant l'effet des vagues qui était mesuré aussi par ces méthodes GPS et en enlevant également le signal de marée calculé par modèle, on obtenait la pente de géoïde et ça c'est quelque chose d'assez inédit. En cartographie environnementale, comme je vous en parlais, ça peut être des choses assez basiques, comme la cartographie de la température, de la salinité, de la chlorophylle. L'avantage avec un drone, c'est qu'on va programmer un plan de navigation et on va savoir exactement à quelle heure va être le drone et où. On peut tout programmer de manière anticipée. On peut répéter 50, 100 fois exactement le même schéma de navigation. Et puis nous, on fait d'autres opérations depuis le navire ou depuis la Terre en même temps. Là, j'ai une image, c'est sur YouTube, un volcan de boue qu'on a trouvé en mer de Barents par son signal de méthane avec le capteur qui avait été développé par Woodsole. C'est les équipes de Anna Mitchell à Woodsole avec qui on travaille avec l'université de Tromsø sur la cartographie des sources de méthane par drone. Et là, l'intérêt du drone, par exemple, sur la cartographie environnementale, ça va être que comme on a une propulsion électrique, on ne va pas polluer notre échantillon par la propulsion du navire. Donc, on s'éloigne du navire hôte et on va faire notre cartographie en étant complètement neutre sur ces sorties de pièces. On a commencé en 2018 et à étudier la faisabilité de faire du GNSS-A. Donc c'est du GNSS acoustique, c'est du positionnement acoustique. L'idée, c'est pour la tectonique des plaques d'être capable de mesurer des mouvements sédimentaires, des mouvements centimétriques, de plaques océaniques. À terre, la tectonique des plaques, on la mesure assez facilement. On va avoir un repère GPS ou même une station GPS, puis on va la voir bouger dans le temps. Au fond des océans, c'est beaucoup plus compliqué parce que le GPS passe pas tout simplement. Donc, on a des méthodes acoustiques. Ça a été développé par des équipes américaines et japonaises aussi à l'origine. Pour simplifier, globalement, on fait de la triangulation depuis la surface avec un navire. Donc, on a une position GPS en surface et on va changer notre angle de communication avec des stations de fond qui sont des balises acoustiques qu'on va laisser au fond pendant plusieurs années. Et à partir de ça, on va affiner la position, on va être capable de mesurer de manière centimétrique la position. L'idée, c'est de transférer la position qu'on a en surface au fond. Il y a pas mal d'incertitudes dans cette mesure, notamment sur le trajet acoustique, parce que quand on a 3000 mètres d'eau, une petite erreur de célérité et direct, on a une erreur centimétrique, voire décimétrique de positionnement. Donc, ça nécessite d'avoir plusieurs balises au fond, ce qui fait que pour le GNSSA, on a plusieurs balises acoustiques à 100 000, 150 000 euros qui sont bloquées au fond pendant plusieurs années. Donc, le concept qui a été développé, ça c'était sur le projet VRC Focus. Le concept qu'on essaye de développer sur le projet PIA3 Marmore, c'est d'inverser le système.
Et donc, notre idée, c'est d'utiliser les drones marins encore pour ça, mais cette fois d'avoir plus qu'une balise acoustique au fond et de valoriser le fait d'utiliser des drones en ayant une flottille de drones à la surface. Donc la triangulation, en gros, on l'a fait dans l'autre sens. C'est une méthode qui n'existe pas encore, c'est pour l'instant juste un concept. En théorie, ça fonctionne, mais les balises acoustiques, on les a pas encore. Il y a des modifications à faire et les drones, on est en train de les acquérir. Mais on espère, je pense que si 2026, on peut commencer à valider le système, ça peut donner des choses intéressantes. Voilà, donc les drones, ça nous permet de faire des choses comme ça. Ça nous permet aussi, typiquement pour la géodésie de fond de mer, là, on a fait des trajectoires avec des cercles répétitifs, mais il y a des cas où on va avoir des schémas plus complexes avec des triangles qui se croisent. L'objectif, c'est de réussir à avoir dans notre jeu de données tous les angles possibles avec des distances équivalentes sur toutes les orientations pour diminuer les erreurs de positionnement. Bon, il y a plein de systèmes de drones marins qui existent actuellement, hein. Le marché est assez large. Il n'y en a aucun qui répond parfaitement à tout ce qu'on cherche, parce que forcément, dans la recherche, on veut le plus performant pour le moins cher et le plus efficace, ce qui n'existe pas toujours. Donc aujourd'hui, pour notre projet, on essaye d'identifier un peu quel type de drone on va avoir besoin. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas les seuls à chercher des solutions drones en France en ce moment. Donc le projet Marmor, nous, on a identifié qu'il nous fallait une flottille GNSS. Ça va être des petits drones parce que tout simplement, on n'a pas les capacités en termes de moyens humains d'avoir pour 4 drones légers, on n'a pas les capacités d'avoir 4 véhicules, 4 remorques, 4 opérateurs. Il nous faut des choses qui se transportent à la main et qui peuvent se mettre ensemble sur une même remorque ou dans un camion. Donc ça va être la flottille. On va avoir un drone amiral, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui va être le plus gros, qui va porter, lui, le système USBL qui est plus lourd. Et lui, il va se situer au centre du système pour le positionnement. Donc lui, on l'imagine entre 3 et 5 mètres, c'est un peu la gamme de taille qu'on a identifiée. Et en discutant avec la flotte océanographique française qui est opérée par Ifremer, ils étaient en train d'étudier la faisabilité d'intégrer des drones dans la flotte océanographique pour des questions de coût, parce que y a une partie des missions océano actuellement, c'est aller dans le golfe de Gascogne au mois de novembre pour faire de l'acoustique. Pas forcément besoin d'avoir un navire de 100 mètres avec 30 personnes à bord. Il y a des drones marins qui sont capables de le faire et même mieux. Donc en fait, avec ce besoin-là commun, en identifiant tout ce besoin-là, depuis l'année dernière, on a sondé la communauté nationale sur l'usage des drones qui pourrait être fait et pas que pour l'acoustique sous-marine. L'idée, c'était de dire, voilà, nous, on a un besoin, mais on va utiliser les drones pour un projet, mais on les achète sur de l'argent public, autant que ça serve à d'autres projets de recherche et qu'on soit capable de les mutualiser. Donc, cette flottille elle va être mise à disposition de la communauté nationale sur une plateforme d'échange. Donc voilà, il y a tout un volet communication qui s'est fait là-dessus. On a récupéré 40 scénarios de mission, ce qui nous permet de réussir un peu à faire un choix sur la suite du projet, en identifiant les contraintes environnementales, les objectifs scientifiques, les moyens logistiques, les moyens humains, évidemment, sachant qu'il n'y a pas en gardant en tête que la solution idéale, elle n'existe pas vraiment, sauf à avoir un budget non limité, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, ouais, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un compromis en conservant un système évolutif. Et ce point-là, voilà, j'y tiens pas mal, c'est vraiment de garder une logistique cohérente parce que on n'est pas des grosses équipes. Hein, je suis tout seul à m'occuper à plein temps. Enfin, je suis tout seul à être vraiment dédié sur les moyens de mesure autonomes avec un collègue qui est plus en électronique informatique. Je reviens sur cette diapo. On a, nous, de notre côté, ce côté flottille, GNSSA et le drone amiral. Et donc, à partir de ce dimensionnement, on a un peu travaillé sur le cahier des charges. Donc, ça, c'est vraiment un extrait des caractéristiques qu'on identifie comme importantes. Et puis après, on essaie d'identifier quel type de capteur, par rapport à tous les scénarios de mission, quel type de capteur on va pouvoir embarquer sur quel drone.
cette intégration des capteurs, c'est nécessaire d'y penser dès maintenant pour que dans le cahier des charges, on sache la capacité informatique, électronique, électrique des systèmes. Voilà, donc il y a à l'heure actuelle déjà des fabricants qui sont identifiés comme intéressants, mais il y a sans doute d'autres solutions. On pense lancer l'appel d'offres pour le marché dans un mois à peu près. Mais tout ce processus de réflexion, ça a quand même pris une année, parce qu'il faut du temps pour réussir à bien identifier les caractéristiques visées et puis identifier aussi des fabricants potentiels. Voilà, c'est vraiment de la gestion de projet, hein. C'est peut-être pas la partie la plus drôle, mais c'est quand même super intéressant parce que c'est comme ça qu'on se projette un peu aussi dans la science qu'on pourra faire par la suite. Il y a autre chose dont je peux vous parler. Alors là, on était un peu sur du high cost, hein. Les drones marins, c'est pas donné. C'est quand même souvent quelques dizaines de milliers d'euros. En parallèle de ça, on a pas mal de projets en low cost avec des collègues. Donc, il y a le réseau, j'ai un collègue de l'INRA, donc plus en agriculture, qui a développé un réseau de correction GPS RTK. Donc il y a des réseaux qui existent à l'échelle mondiale, les réseaux Teria et Orphéon, qui doivent exister aussi ici. Mais finalement, c'est des abonnements qui coûtent très cher. Et pour des besoins agricoles, ils ont développé un système open source de correction RTK basé sur du matériel low cost. Et ça a permis, au départ, c'était le concept de ce truc-là, c'était de faire du positionnement des tracteurs pour l'agriculture. C'est un besoin, c'est des drones finalement, mais agricoles. Et c'est un besoin qui est assez important et qui représente vraiment ouais, c'est une grosse valeur ajoutée pour les industriels d'être capables de positionner précisément des tracteurs. Et puis bah, finalement, nous, on s'est dit, bah, on peut utiliser aussi ce positionnement temps réel précis pour la science, parce qu'on en fait de toute manière. Et là, on avait monté il y a 3 ans le projet Physalia, un petit projet d'une bouée, une bouée GPS low cost. Donc, c'est des petites bouées là, comme elles sont là. Ça coûte 300-400 euros à fabriquer. Et puis, au bout de 2 mois de projet, on avait un positionnement centimétrique des bouées à la surface de l'eau. Et on était capable de mesurer la marée, mesurer les vagues dans les zones côtières. Ça a encore évolué cette année parce qu'on a développé un nouveau projet, toujours sur la base du projet Centipede, pour intégrer des capteurs environnementaux en plus, pour être capable de faire des mesures de salinité, température, pH. Enfin, on est un peu limité par la qualité des capteurs environnementaux low cost, qui sont plus des petits jouets d'aquariologie, quoi. C'est pas forcément adapté à des mesures au large et sur des longs termes. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est des projets qu'on essaye de mener un peu en parallèle. Et tout est open source, tous les codes sont disponibles et on peut échanger là-dessus aussi. D'autres activités, oui, bah, les drones, c'est aussi, moi je suis à cheval sur 2 laboratoires, sur le laboratoire Liens dont je vous ai beaucoup parlé, et sur le laboratoire L3I, qui est un laboratoire de maths et d'informatique et d'analyse d'images. Eux, ils s'intéressent beaucoup à l'intégration de données et à la manière dont la donnée est traitée. Donc pour ça, ils ont tout un volet sur les drones marins pour l'évitement d'obstacles, en combinant plein de capteurs différents et en faisant en sorte que le système soit capable de faire des choix de manière autonome. Et puis aussi, dernièrement, on fait pas mal de bouées pour faire de la communication et du fonctionnement en réseau de neurones, notamment avec des capteurs acoustiques, dans l'idée d'être capable d'entendre un bruit et de discuter entre bouées pour faire des choix et sortir de la compréhension de tout système. Voilà, un peu des choses sur lesquelles on s'amuse. Et ouais, quelques images de terrain assez diversifiées, donc ça représente assez bien tout ce qu'on fait au laboratoire auquel je participe. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour la présentation tout d'abord. J'avais une question sur la portée du drone. Il est téléguidé, donc jusqu'à quelle distance on peut le faire
En fait, c'est vrai que je ne me suis pas attardé là-dessus. On a plusieurs modes de communication. Il est piloté en Wi-Fi de manière prioritaire. En Wi-Fi, on a 3,5 km de portée à peu près. Sinon, on a aussi de la 4G. Donc là, ça dépend de la couverture 4G. Ok. Dans ces cas-là, on peut aller beaucoup plus loin. Et on a un troisième mode de communication qui va être radio. Donc ça, c'est plus pour la portée à vue. C'est un peu le mode de secours pour le pilotage direct. On le pilote à la main, on le téléguide juste pour les mises à l'eau. Une fois qu'on est au large ou qu'on est dans les plans de mission, on définit des waypoints sur l'ordinateur et il va les suivre. Puis après, il fait ça. Globalement, à 3 km, ça fait déjà un peu loin. On reste quand même à 3 km. On voit pas beaucoup plus loin. Mais c'est suffisant finalement. Même sur les cartographies méthane en mer de Barents, là, on était à 3 km, on ne le voyait plus. Et on faisait nos opérations. Il y avait le ROV qui était au fond à faire des mesures au niveau des bulleurs. Et puis, pendant ce temps-là, le petit drone allait cartographier sur une autre zone. Ça permet aussi de maximiser le temps bateau, finalement, parce que quand le navire est bloqué à un endroit à faire une opération, on peut faire autre chose. On a été sollicité aussi pour aller faire des suivis d'AUV l'année prochaine. Parce qu'à l'heure actuelle, quand il y a un AUV ou au fond qui fait de la carto pour de la bathymétrie, par exemple, sur des grands fonds, bah, le navire Océano est obligé de le suivre pour le positionner. Et ça mobilise un navire juste pour suivre un élément, enfin un AUV qui est censé être autonome. Donc on n'a pas trop de gain de l'autonomie finalement. Enfin, on fait des mesures correctes, mais c'est pas si gagnant que ça. Donc de pouvoir utiliser les drones marins en surface pour faire la communication avec l'AUV au fond, ça permettrait de libérer le temps bateau pour faire d'autres opérations à côté. Parce que je pensais à l'application là, pour SWOT, la validation SWOT, voir combien des côtes on pouvait s'éloigner. Là. Ça dépend. Bah, en fait, en général, le navire hôte, il va rester dans la même zone. Ouais. Sur des opérations comme ça, on ne l'envoie pas depuis la côte parce qu'il faut qu'on soit capable d'intervenir aussi en cas de panne. Donc C'est à partir d'un navire. À partir d'un navire, on déploie à partir d'un navire. Mais on se garde. Nous sur le navire, on va faire d'autres mesures en même temps. On n'est pas inactif. Et nous, ce qui nous intéresse au niveau SWOT, c'est vraiment près des côtes pour justement mieux comprendre un peu je sais pas comment dire, ces pixels qui sont influencés par la côte et où pour nous, c'est un peu la zone la plus importante au niveau dynamique côtière. Et c'est celle où SWOT est pour l'instant en théorie moins bon, même si ça s'améliore un peu tous les jours, j'ai l'impression, SWOT. Ok, merci. De rien. C'est quoi l'autonomie en temps et en distance de couverture à peu près? Donc Famélie, là, à l'heure actuelle, il a entre 8 et 12 heures d'autonomie à 3 nœuds en opération de mesure. Si on fait du statique ou qu'on conserve une position, ça peut être pour une question à l'embouchure d'un estuaire ou sur toute une marée à un endroit précis. Bah là, on a essayé de limiter. Hein, c'est vraiment la propulsion qui consomme le plus. Après, on a fait des fois des 24 heures en continu où dans ces cas-là, on le récupère et on change les batteries. C'est assez standard et c'est assez facile. Sur la flottille qu'on souhaite avoir, on va rester sur 8-12 heures pour la flottille et pour le drone amiral, on aurait a priori autour de 24 heures d'autonomie. Ça reste des drones d'usage à la journée. Ouais. Ça répond à ce qu'on cherche à faire la plupart du temps. Après, sur le drone de la flotte océanographique là, qui est à l'étude à l'heure actuelle, eux, ils étudient beaucoup le DRIX de Exail, par exemple, qui lui a la capacité de partir 2 semaines au large. Mais dans ce cas-là, c'est une propulsion hybride avec un diesel embarqué. Et c'est beaucoup plus lourd en entretien. Et puis, c'est un système qui doit déjà peser 2 ou 3 tonnes. Enfin, c'est sûr que... c'est pas la même logistique. Là, nous, on reste sur du bricolage où on fait ça nous. On va pas avoir la capacité à mettre en place toute une équipe pour gérer des navires. Mais voilà, c'est vraiment les drones finalement. Au départ, c'est de l'investissement en temps. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire autrement qu'avec des drones, mais
En fait, ça a apporté en quelques années, ça nous a apporté des vraies données qu'on n'aurait pas pu acquérir autrement. Et puis, bah, on se rend compte que c'est des données qui sont meilleures que celles qu'on aurait eues. Sur tout ce qui est niveau de la mer, par exemple, bah, on diminue beaucoup les bras de levier, on mesure le niveau de la mer au plus proche. Il y a moins de tangage, moins de roulis que sur un gros navire. Pour l'acoustique en GNSSA, pareil, on a l'antenne GPS qui est parfaitement au-dessus du système USBL, donc on a des bras de levier qui sont limités. Ouais, c'est franchement plutôt efficace. Là aussi, dans les conditions que vous utilisez, je disais que ça fait du 3 nœuds. Ça peut faire plus vite si on met des forts courants. Et dans quel état de la mer ça peut fonctionner? Alors, le drone actuel, la Pameli, il va jusqu'à 10 nœuds. Mais alors, à 10 nœuds, il consomme pas mal de batterie, hein, on va pas tenir 12 heures. On est capable d'étaler sans problème des courants à 2 nœuds. Mais après, ça va dépendre de la charge utile. Typiquement, là, le système GAPS USBL, c'est assez volumineux et c'est pas très hydrodynamique. Donc ça nous ralentit pas mal. Ouais, ça va vraiment dépendre de la charge utile et des instruments qu'on a sur la quille. Mais oui, on arrive à faire du 3 nœuds même avec un nœud de courant, ou 2 nœuds de courant si on n'a pas trop de charge utile. Et point de vue état de la mer, vague et... Point de vue état de la mer, on a été agréablement surpris. Finalement, pour un bateau de 3 mètres, on pensait être capable de tenir jusqu'à des vagues de 1 mètre. Dans la pratique, dans des houles océaniques, on a eu jusqu'à 3-4 mètres de creux. Il n'y a pas vraiment de souci tant que c'est des ondes assez longues. C'est plus le clapot court qui va être gênant. Donc, on regarde pas tant les vagues, on regarde plus le vent. Et globalement, dès que le vent passe au-dessus de 20-25 nœuds, ça devient un petit peu plus complexe. Mais bon, on prend ça en compte dans nos usages et ça se passe bien. Après, c'est vrai que quand on était sur la mission en Arctique là, avec les Norvégiens, finalement, on le mettait à l'eau des fois avec 25 nœuds et puis il naviguait dans 30 nœuds et les vagues, la mer commençait à blanchir et il se comportait plutôt très bien. En fait, c'est vrai que sur la définition du besoin, là, c'est une question qu'on se pose aussi pour la flottille. C'est que si on s'arrête au scénario de mission, bah, un chercheur, il va toujours dire, voilà, je vais être capable de mesurer ça par tout temps, ou en conditions hivernales, etc. Ça va toujours être le plus. Donc nous, le jeu, c'est de dire, bon, ok, c'est quoi le pire scénario pour toi qui serait acceptable et comment on peut réussir à faire un compromis sur la taille du matériel et la tenue de mer pour réussir à avoir aussi une logistique qui soit cohérente, quoi. Merci beaucoup, Thibaut, d'être Mais de d'avoir fait rien. une présentation aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore à l'ISMER et puis même à l'Université Laval, continuez à nous suivre sur les réseaux. On annoncera nos prochaines conférences incessamment sous peu. Et que merci beaucoup. Et oui, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions plus tard, même ou à échanger sur le sujet, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes à faire à différents laboratoires, partager des projets et des méthodes. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut.